Je semble folle, mais je ne suis pas folle. J'aime mes enfants. J'aime tellement mes garçons. Je ne leur ferai jamais de mal. C'est la même mère qui, plus tard, se contredira dans cette interview. Alors que la plupart des mères déplaceraient des montagnes et écarteraient les océans pour leurs enfants, Tiffany Luca a fait exactement l'inverse. Cependant, il n'en a pas toujours été ainsi. Dans sa ville natale, presque tout le monde croyait qu'elle était une mère aimante et dévouée. C'était son image. La maman prête à tout pour ses garçons. Mais, comme nous l'avons vu maintes et maintes fois, les apparences peuvent mentir. Car si elle était vraiment aussi dévouée, nous ne parlerions pas d'elle aujourd'hui sur Into the Deep, la chaîne où nous plongeons dans les crimes les plus sombres et les plus troublants de la Terre. Et non, comprendre ce qui a conduit à cette horreur la rend pas acceptable. Mais savoir ce qui l'a poussé à franchir le cap pourrait nous aider à repérer les signaux d'alarme chez d'autres avant qu'il ne soit trop tard. Car parfois, les signes sont là, mais nous ne les remarquons pas avant que la tragédie ne frappe. Le quartier de Shepherdsville est sous le choc ce soir, à la recherche de réponses à un crime violent qu'il n'avait jamais vu venir. La police affirme que 2 jeunes garçons ont été tués par leur propre mère. Pour peut-être comprendre ce qui a poussé Tiffany Lucasa, un acte aussi horrifiant, nous devons regarder au-delà de gros titres et plonger dans son passé. Une vie qui, en surface, semblait compliquée, mais pas mortelle. À 32 ans, Tiffany Lucas, originaire de Chicago, Illinois, avait 2 jeunes fils, Jaden et Maurice. Les 2 garçons, âgés de moins de 10 ans, avaient chacun un père différent et fréquentaient l'école élémentaire Freedom dans le comté de Bullitt. La petite famille vivait ensemble dans une maison louée de 3 chambres et 2 salles de bain. Un espace modeste de 130 mètres carrés qui, de l'extérieur, ressemblait à n'importe quel autre foyer de banlieue. De plus, Tiffany entretenait un lien très étroit avec son père, John Lucas, et avait grandi aux côtés de son frère. Selon tous les témoignages, elle était la fierté de son père, la fille à son papa par excellence. John la voyait comme quelqu'un de spécial, et Tiffany chérissait clairement cette relation. Sa présence sur les réseaux sociaux dépeignait l'image d'une femme jonglant avec les défis de la monoparentalité, avec style. Elle publiait des tonnes de selfies, souvent habillée avec soin, mettant en avant son sens de la modette, affichant son apparence avec assurance. Mais sous les photos soigneusement sélectionnées et les clichés glamour, un thème revenait sans cesse. Son amour pour ses enfants. À maintes reprises, ses publications montraient des instantanés joyeux d'elle avec Jaden et Maurice, riant, souriant, s'enlaçant. « Tu marches? Tu fais du shopping? »« Ouais. Allez, peanut! Allez, peanut! Yeah! » Oh, de l'extérieur, on aurait dit qu'elle faisait de son mieux pour offrir à ses garçons une vie heureuse. Mais derrière les photos filtrées et les emojis en forme de cœur, se cachait une femme qui luttait en silence. La vie adulte de Tiffany avait été remplie de grands rêves et d'obstacles encore plus grands. Elle avait d'abord poursuivi une carrière de mannequin qui a finalement cédé la place à une ambition entrepreneuriale. En 2016, elle a lancé Miss Tiff's One Stop Shop, une petite boutique proposant de la nourriture, du tabac, des bricoles. C'était une initiative audacieuse, mais malheureusement, l'entreprise n'a pas duré. En 2017, la boutique a fermé ses portes. Dans une interview retrouvée, Tiffany expliquait qu'elle croyait qu'une partie de cet échec était due à l'ouverture prévue d'un Walmart à proximité qui n'a jamais eu lieu. Beaucoup de gens ne viennent pas jusqu'ici, mais s'il y avait un Walmart, vous savez, les gens sortent de nulle part pour un Walmart. Ça aurait probablement attiré beaucoup de monde pour s'arrêter et jeter un œil. Après l'échec de son entreprise,
les choses semblent avoir pris une tournure plus sombre pour Tiffany. En 2018, elle s'est retrouvée en difficulté avec la loi. Arrêtée pour possession de drogue, elle a plaidé coupable et a purgé une peine de 30 jours de prison. Les dossiers judiciaires n'indiquaient aucun signe de violence ou de comportement erratique, juste un faux pas dans ce qui avait été, jusqu'alors, un parcours judiciaire discret. Et après cela, silence. Plus de démêlés avec la justice, pas de signaux d'alarme majeurs. On aurait dit que Tiffany prenait un nouveau départ, se concentrant sur elle-même et essayant d'aller de l'avant. Elle aurait pris un emploi nécessitant des quarts de nuit, bien que les détails de son travail restent flous. Pendant un temps, la vie semblait avancer sans incident. Mais comme nous le savons, la vie a une manière de vous surprendre quand vous vous y attendez le moins. Car le 1er janvier 2019, un événement dévastateur a peut-être marqué le véritable point de rupture pour elle. Son père, John Lucas, âgé de 47 ans, est décédé subitement. Pour Tiffany, c'était comme si le sol sous ses pieds s'était dérobé. Son père avait été son roc, la personne qui lui donnait de la force quand elle en avait besoin, celle qui lui offrait des conseils, des orientations saines, un soutien indéfectible. Sa mort soudaine a laissé un vide béant dans son monde, un vide qu'elle ne pouvait combler avec quoi que ce soit. En fait, Tiffany s'est ouverte sur sa perte dans une vidéo Facebook profondément émouvante, où son chagrin brut était pleinement visible. Quand mon père était en vie et venait me rendre visite, je l'amenais toujours ici, et il adorait ça. Alors, comme je ne peux pas remonter là-bas, je lâche des ballons pour mon père, et je l'aime tellement. Et j'espère que tu passes un moment merveilleux. Chant des oiseaux. Il n'avait pas de ballon pour la fête des pères, mais j'ai pris un smiley parce que tu me faisais toujours sourire, et une fleur parce que tu m'achetais toujours des fleurs. Soyez reconnaissant si votre père est encore là. Soyez présent dans sa vie. Pour elle, le monde était devenu un endroit beaucoup plus sombre, et aucun sourire ou publication de photos ne pouvait changer cela. Même si elle essayait de tenir bon pour le bien de ses fils, quelque chose en elle avait irrémédiablement changé. Le chagrin était étouffant, et aucun laps de temps ne pouvait le guérir comme elle en avait besoin. Maintenant, si vous pensez que la perte de son père était la principale raison des actions tragiques de Tiffany, eh bien, c'est à la fois vrai et faux. Sa vie a continué sur une voie sombre et difficile, remplie de tragédies personnelles et de luttes déchirantes qui ne semblaient jamais s'arrêter. La mort de son père fut une perte profonde, mais ce n'était pas la dernière d'une série de coups dévastateurs. Seulement 7 mois après avoir enterré son père, Tiffany a reçu un autre coup écrasant. Daryl Howard, le père de l'un de ses fils, a été tragiquement assassiné. À l'époque, elle se remettait encore de la perte de son père, essayant de comprendre comment continuer, comment guérir, et puis ça. La mort de Daryl a ajouté une nouvelle couche de chagrin pour laquelle elle n'était pas préparée. L'affaire reste une enquête ouverte pour homicide par le département de police métropolitaine de Louisville. Et tandis que les autorités continuent de chercher des réponses, Tiffany devait porter encore plus de douleur. Mais ce n'était pas fini. Dans l'année qui a suivi, alors que Tiffany commençait à peine à traiter tout ce chagrin, elle a reçu un autre coup déchirant. Sa mère, qui avait toujours fait partie de sa vie, a subi un AVC et a été diagnostiquée avec une tumeur cérébrale. Imaginez le poids de ces événements, l'un après l'autre. Son père, puis le père de son enfant, et ensuite la santé de sa propre mère qui décline. C'était comme si tout ce qu'elle chérissait lui échappait, morceau par morceau. Au milieu de toutes ces crises émotionnelles et personnelles, Tiffany se retrouvait également
en difficulté financière. Au moment des événements tragiques du 8 novembre, les choses étaient devenues absolument désastreuses pour elle. Les services publics de sa maison avaient été coupés, pas d'électricité, pas d'eau, et sur le comptoir de sa cuisine, il y avait un avis d'expulsion, un rappel brutal de la précarité de sa situation. Pour quelqu'un comme Tiffany, une jeune mère portant déjà le poids d'un chagrin et d'un stress immense, cet avis n'était pas juste un morceau de papier. C'était une menace imminente pour Elite, pour la sécurité et la stabilité de ses enfants. La possibilité de perdre sa maison a probablement déclenché une avalanche d'émotions. La peur de ne savoir où elle et ses enfants iraient. L'anxiété de ne pas savoir comment joindre les deux bouts de scie, subvenir à leurs besoins. Et probablement un profond sentiment de honte ou de culpabilité, celui qui vient quand on essaie si fort de tout maintenir ensemble, pour se sentir finalement, en deçà des attentesques, la société place en vous, en tant que mère. Cette pression constante de créer un environnement sécurisé, de tout faire fonctionner, alors que tout autour de vous s'effondre, est inimaginable. Et toutes ces luttes, ces pertes insupportables, ces épreuves incessantes et ces peurs écrasantes allaient tragiquement culminer le 8 novembre 2023. Ce qui s'est déroulé ce jour-là fut un crime inimaginable qui a brisé la façade, paisible d'un quartier tranquille, et a changé à jamais la vie de ceux qui y étaient impliqués. Le crime a eu lieu dans ce qui semblait être une maison idyllique, nichée sur Bentwood Drive à Shepherdsville, Kentucky. Un endroit qui, n'importe quel autre jour, pourrait facilement être pris pour une scène d'une peinture de Norman Rockwell, avec sa pelouse bien entretenue et le genre de sérénité qu'on attend de la vie en banlieue. Mais ce n'était pas une scène paisible. L'horreur qui s'est produite dans cette maison était si grotesque, si incompréhensible, qu'un adjoint local arrivé sur les lieux a déclaré qu'il était impossible que quiconque puisse survivre à ce qui s'était passé, encore moins deux jeunes garçons de 9 et 6 ans. Je peux vous dire que les garçons ont été touchés dans une zone qui ne permettrait à personne de survivre. Cependant, ils étaient vivants, d'après ce que nous savons, lorsqu'ils ont été transportés par les secours à l'hôpital, sont décédés à l'hôpital. Avant ce jour, tout a commencé la soirée du mardi 7 novembre. Un voisin, vacant à ses occupations du soir, a remarqué que Tiffany Lucas agissait de manière inhabituellement agitée devant sa maison. Elle frottait les tapis avec vigueur, le visage marqué d'une manière qui suggérait que quelque chose n'allait pas du tout. Inquiet, le voisin lui a demandé si elle allait bien, et Tiffany a donné une réponse vague, disant seulement « Il se passe beaucoup de choses ». L'inquiétude dans ses mots, bien que brève, ne correspondait pas à l'image d'une mère prenant soin de ses enfants dans un foyer sûr. Personne ne savait que c'était juste le calme avant la tempête. Le lendemain, la tranquillité d'un nouveau matin fut brisée. Vers 11 heures du matin, un cri d'aide horrifiant a déchiré la paix de Bentwood Drive. Tiffany, visiblement bouleversée et en plein désespoir, a couru chez un couple de voisins, criant « À l'aide, mes enfants sont en train de mourir ». La panique dans sa voix ne pouvait être ignorée. Elle s'est effondrée dans leur allée, submergée par l'émotion et la peur. Le mari du couple s'est précipité dans sa maison, espérant trouver un indice, une explication à ce qui se passait. Mais ce qu'il a découvert était au-delà de tout ce que quiconque aurait pu imaginer. Dans le salon, il a trouvé les deux jeunes fils de Tiffany, tous deux gravement blessés et en sang, mais, d'une manière ou d'une autre, encore en vie. Leur blessure était si grave, si clairement infligée, avec une intention brutale, qu'il semblait impossible qu'ils survivent. À proximité,
une arme à feu reposait sur le sol, présumée être l'arme utilisée pour commettre ces actes impensables. Le temps pressait et le mari a immédiatement appelé à l'aide, pressant les services d'urgence de se rendre sur place. Les officiers, arrivés sur les lieux, n'en croyaient pas leurs yeux. Les blessures infligées à ces deux enfants innocents étaient si dévastatrices qu'elles étaient jugées insurmontables. Les garçons ont été transportés d'urgence au Norton Children's Medical Center à Louisville, où une chirurgie d'urgence a été pratiquée dans une tentative désespérée de sauver leur vie. Mais malgré les meilleurs efforts du personnel médical, les garçons ont succombé à leurs blessures. En quelques heures, 2 jeunes vies avaient été prises d'une manière que personne n'aurait jamais pu anticiper. Alors que la nouvelle commençait à se répandre, le choc de la tragédie a laissé les citoyens du comté de Bullitt abasourdisés, incrédules. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment une mère, censée protéger et chérir ses enfants, pouvait-elle être responsable d'un crime aussi horrible? Moins d'1 heure après que les garçons ont été déclarés morts, Tiffany a été arrêtée au centre des services médicaux d'urgence du comté de Bullitt. Elle a été placée en garde à vue, accusée de l'impensable détenu sous une caution de 2 millions de dollars. Dans une vidéo de caméra corporelle glaçante capturée le jour de meurtre, Tiffany semblait profondément bouleversée, bien loin de l'image joyeuse et soignée qu'elle partageait souvent sur Facebook. Loin était la mère souriante, publiant des instantanés filtrés de moments familiaux et de légendes pleines d'espoir. À sa place se tenait une femme consumée par la panique, le chagrin et quelque chose de bien plus sombre. Les images étaient crues et obsédantes, un contraste saisissant avec la vie soigneusement orchestrée qu'elle dépeignait en ligne. Aboiements de chiens. D'accord, les secours vont vous examiner, d'accord. On va vous enlever ça. Sortez pour moi, que je puisse vous examiner. Vous ne voulez pas qu'il s'assoie sur le lit, c'est ça? Ouais. Il est assis juste là. Aboiements de chien. C'est pour ça que vous voulez qu'il s'assoie comme ça. Assieds-toi là. Relève la tête. Voilà, asseyez-vous là. Tournez vos pieds de ce côté. D'accord, êtes-vous blessé quelque part? Non. Où avez-vous mal? Je n'ai pas mal. Je n'ai même pas mal du tout. Ouais. Pouvez-vous me parler? Pouvez-vous me parler? Elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Je l'ai relevée du sol. Aboiement de chien. Maintenant, plongeons dans la question la plus posée et la plus obsédante de toutes. Qu'est-ce qui a vraiment poussé Tiffany à le faire? Était-ce des difficultés financières? L'argent ou son absence pouvait-il vraiment pousser quelqu'un à commettre quelque chose d'aussi impensable? En surface, cela pourrait sembler être un mobile. Tiffany était sous une pression énorme, jonglant avec sa vie de mère célibataire, faisant face à des batailles brassées pour la garde, naviguant dans des relations échouées et affrontant le quotidien épuisant de simplement essayer de survivre. Mais est-ce que suffisant? Beaucoup de mères se font face à des épreuves similaires, voire plus grandes, et pourtant elles ne se tournent pas vers la violence. Elles trouvent un moyen de se battre, de protéger, d'endurer. Ainsi, pour beaucoup de ceux qui suivaient l'affaire, l'angle financier semblait trop superficiel, trop faible pour expliquer un acte aussi monstrueux. Et puis vint le rebondissement glaçant. Lors d'un de ses interrogatoires, Tiffany a affirmé qu'elle avait été manipulée via Facebook pour commettre ce crime horrible. Cette déclaration étrange et troublante a émergé lors d'un interrogatoire tendu de 3 heures avec l'inspecteur Bill, qui a ensuite témoigné en cour. Selon lui, Tiffany n'a offert aucune explication claire, seulement des pensées décousues. Elle aurait qualifié la fusillade d'accidenté
était pleine de remords, murmurant des choses comme « Je suis si stupide et je suis dans une mauvaise passe. » Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui de « Mais ce qui ressortait vraiment, c'était ses tentatives de se dédouaner de toute responsabilité, affirmant qu'elle avait été manipulée. » Selon des rapports de DRB, Bill a témoigné en cours que Tiffany lui avait dit « Je ne ferai jamais quelque chose comme ça à moins que quelqu'un ne m'ait manipulé. » Plus précisément, elle a suggéré qu'elle avait été manipulée via Facebook, le Wi-Fi et Internet. Une déclaration inquiétante qui a soulevé encore plus de questions sur son état mental et les facteurs influençant son comportement. La revendication de Tiffany selon laquelle elle avait été manipulée via les réseaux sociaux et la technologie a laissé tout le monde perplexe. Elle n'a pas expliqué exactement quel type de manipulation elle voulait dire. Était-ce une sorte de conspiration en ligne? Était-elle tombée dans un dangereux terrier de lapins? Peut-être influencée par des groupes comme QAnon qui ont entraîné d'autres dans des pensées sombres et destructrices? Ou était-ce le signe d'une dépression mentale plus profonde? Malheureusement, nous avons vu d'autres cas où des personnes influencées par des communautés en ligne toxiques ont commis des actes horribles. Ainsi, bien que cela puisse sembler farfelu au premier abord, la théorie ne semble pas totalement hors de question, surtout quand on considère ce qui s'est passé la veille, quand tout s'est effondré. Le 7 novembre 2023, des images de sonnet ring d'une maison voisinant montraient Tiffany debout sur leur porche avec son chien, Blue. Ce qui s'est passé ensuite était carrément troublant. Elle a commencé à se lancer dans une étrange tirade émotionnelle, disant des choses comme elle avait besoin, que ce voisin soit une encre dans sa viette qu'elle parlait à Dieu. Elle a répété à son chien de ne pas aboyer, insistant sur le fait que c'était la maison de son amiette, que c'était sa maison, comme si elle croyait vraiment qu'elle y avait sa place. C'était bizarre, décousu, et ça a laissé le voisin, à juste titre, secoué. Plus tard ce même jour, Tiffany a été vue dans un Waffle House avec ses 2 fils. Les enfants semblaient heureux, riant et plaisantant comme n'importe quel jour normal. Mais Tiffany était complètement déconnectée. Un serveur a dit qu'elle fixait le vide, regardant constamment par-dessus son épaule, comme si elle pensait que quelqu'un la suivait. Un autre a dit qu'elle n'a pas dit un motet, que lorsqu'elle est venue payer, ses mains tremblantaient, elle a soudainement éclaté en larmes. Avec le recul, certains membres du personnel pensant qu'elle cherchait silencieusement de l'aide, mais ils ne l'ont pas réalisé à l'époque. Puis est venu le lendemain, le 8 novembre. C'est là que tout ce qui bouillonnait sous la surface a, finalement, explosé. Les voisins ont appelé le 911 après avoir entendu des coups de feu provenant de la maison de Tiffany. D'autres images de sonnettes ont capturé Tiffany chez un autre voisin, pleurant et implorant de l'aide. Quand les officiers sont arrivés, ils l'ont trouvée allongée face contre terre dans l'allée, sanglotant et disant « Mes fils sont en train de mourir ». Les images de la caméra corporelle montrent un officier essayant de l'aider à se relever. Elle semblait désorientée et répétait « Je ne me sens pas bien », mais ne semblait pas physiquement blessée. Après la tragédie, Tiffany a été officiellement inculpée de 2 chefs d'accusation de meurtre qualifié. Au début, elle a plaidé non coupable pour raison d'aliénation mentale, affirmant qu'elle avait vécu un épisode psychotique complété, croyait sincèrement qu'elle protégeait ses fils d'une sorte d'autre entité. Selon son avocat, Tiffany n'imaginait pas une vie sans ses garçons. En fait, il a dit qu'elle avait même essayé de retourner l'arme contre elle après ce qu'elle avait fait, mais elle s'était enrayée. Il a également soutenu qu'elle était en sevrage de droguette, que cette dépression était un symptôme de sevrage. Maintenant, voici quelque chose, à la fois frustrant et déroutant. Ils ne l'ont pas testée pour les drogues lorsqu'elle a été incarcérée.
Comment cela n'est-il pas une procédure standard? On pourrait penser que ce serait essentiel, surtout à des fins de documentation. Mais non, rien. Le procès de Tiffany était initialement prévu pour décembre 2024, mais elle a fini par changer son plaidoyer pour coupable. Et d'après ce que nous pouvons dire, il n'y avait pas d'accord sur la table. On dirait qu'elle s'est simplement jetée à la merci de la cour. Il est possible qu'elle ait su qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à un verdict de culpabilité et a décidé de laisser le juge et non un jury déterminer son sort, ce qui aurait pu aider à éviter un résultat encore plus sévère. Lors de la détermination de la peine, le parquet et la défense de Tiffany ont présenté leurs arguments. Son avocat a continué à pousser le récit qu'elle souffrait d'un trouble psychotique. Ils ont rejoué ces clips troublants, ceux de la veille de la tragédie, où elle disait à un voisin qu'elle avait besoin d'aider les images du Waffle House avec ses fils, censé montrer son état mental en détérioration. 6 membres de la 7 famille ont témoigné ce jour-là, livrant des déclarations d'impact des victimes déchirantes. L'une des plus émouvantes venait du père de Maurice. Il s'est effondré en larmes, parlant de comment Jaden était tout ce qu'il lui restait après avoir déjà perdu un fils. Et puis Tiffany a pris Jaden aussi. Il a dit qu'il avait supplié Tiffany pour la garde de son fils encore, et encore, surtout en raison de sa consommation de drogue, de son mode de vie et de l'environnement dangereux dans lequel elle élevait les garçons. Il a dit qu'il n'avait pas seulement perdu son enfant le 8 novembre. Il avait l'impression de l'avoir perdu le jour de sa naissance, parce que depuis ce moment, il se battait constamment pour lui. Il avait appelé tout le monde, de sa propre famille à celle de Tiffany, implorant de l'aide, essayant de mettre son fils dans un foyer plus sûr. Malgré les témoignages émouvants, le juge a prononcé la sentence. 2 peines à vie. Le juge a déclaré clairement que la maternité consiste pas seulement à donner la vie, mais à fournir sécurité, amour et protection. Il a dit qu'il ne pouvait même pas imaginer la terreur que ces garçons ont ressentie en voyant leur propre mère tenir une arme. Juste l'idée du 2e enfant entendant le coup qui a tué le premier, c'est insupportable. Elle a donc été condamnée à la prison à vie pour les 2 chefs de meurtre. Cependant, selon la loi du Kentucky, elle sera techniquement éligible à une libération conditionnelle, après avoir purgé 20 ans. La famille est à juste titre furieuse à ce sujet. Le parquet ne croit pas qu'elle obtiendra jamais une libération conditionnelle, mais quand même, c'est une possibilité. Une des tantes des garçons s'est tenue devant le tribunal, a promis à tout le monde qu'elle serait à chaque audience de libération conditionnelle pour toujours, s'assurant que Tiffany ne marche jamais libre. Avant que vous ne preniez finalement leur vie, une partie de cette déclaration que j'allais écrire, j'espérais que chaque fois que vous fermeriez les yeux, ils vous hantent, mais je ne le fais pas. Vous ne méritez pas de les voir, et ils ne devraient pas vous voir. S'ils décident de vous accorder une quelconque clémence aujourd'hui et de vous accorder une libération conditionnelle à un moment donné, je serai là, à chaque audience de libération conditionnelle. Vous m'entendez? Je serai là à chaque audience de libération conditionnelle. Cette même tante a souligné combien de soutien. Tiffany avait réellement de la famille, de la petite amie de son frère, de tout le monde. Elle était franche, disant « Vous avez eu une crise psychotique parce que vous l'avez choisie. » Elle a dénoncé la manière dont les gens essaient de peindre ces histoires, avec de la sympathie à cause d'enfances difficiles. Mais, en fin de compte, Tiffany a fait le choix de prendre la vie de ses fils. La tante croit que la seule raison pour laquelle Tiffany a choisi de laisser le juge la condamner au lieu d'un jury était d'éviter encore plus de temps. Elle a dit, elle ne les méritait pas, et maintenant au moins, elle ne peut plus leur faire de mal. L'équipe de défense de Tiffany a maintenu son récit,
insistant sur le fait que tout cela est arrivé parce qu'elle essayait de se désintoxiquer du fentanyl est devenue psychotique. Cependant, certains observateurs se sont demandé si elle essayait vraiment de se désintoxiquer, car elle continuait à publier des images soigneusement sélectionnées de ses enfants sur les réseaux sociaux juste quelques jours avant l'incident. Des photos qui dépeignaient une vie familiale heureuse et stable. Étant donné la nature du crime et les circonstances entourant l'affaire, on pense que Tiffany pourrait rencontrer des défis pendant son temps en prison. Des facteurs tels que la gravité de son crime, l'attention publique autour de l'affaire et la manière dont elle se présente pourraient influencer la façon dont elle est traitée par les autres détenus. Cette affaire a laissé une famille brisée et une communauté en deuil. Beaucoup sont laissés à réfléchir sur les signes qui ont été manqués, les efforts faits par les proches pour intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Cela sert de rappel brutal de la rapidité avec laquelle les situations peuvent dégénérer. Quand l'intervention échouée de la douleur profonde et durable laissée derrière, quand des enfants sont perdus d'une manière aussi tragique. Maintenant, je veux entendre vos pensées. Pensez-vous que la raison de Tiffany était sincère ou pensez-vous qu'elle méritait une peine encore plus sévère que la prison à vie? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, assurez-vous de regarder la prochaine vidéo. Je pense que vous l'apprécierez. Merci encore d'avoir regardé.